j'espère que vous vous portez bien. Je suis en super compagnie aujourd'hui avec Rami Mekdashi, le fondateur Bonjour. de Lola James Harper. Bonjour Rami, vous allez bien? Très bien, très bien. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et donc du coup, bah, on va commencer direct, hein. Je vais vous laisser vous présenter un peu votre parcours et peut-être aussi ce beau projet qui est Lola James Harper. Merci. J'ai un parcours en fait qui est qui a plusieurs dimensions. J'ai commencé par la musique quand j'étais adolescent. Vraiment, la musique, la photographie et la vidéo, ce sont les éléments qui m'ont toujours nourri, qui m'ont permis de m'exprimer, de partager, de rencontrer, de voyager. Et voyager et rencontrer des gens qui parlaient pas forcément ma langue. Et jouer de la musique, faire de la photo ou faire des vidéos dans les années 80, c'était mon truc. Euh, j'ai eu la chance plus tard, dans les années 90, de rencontrer deux parfumeurs, Pierre Bourdon et Benoît Lapouza, qui m'ont euh, qui m'ont appris et qui m'ont ouvert les portes de ce monde, qui a plein de points communs en fait avec la musique et avec la photographie, parce que c'est des mondes oniriques, des mondes où on vient raconter de belles histoires, des mondes où on va jouer avec des notes pour créer des accords et pour partager avec son public des sortes de rêveries éveillées. Donc c'est vrai que quand on va composer une musique, on va composer des notes pour faire des accords, il y a des mélodies, des mots, des histoires qu'on va raconter. Pareil, quand on va composer un parfum, on va prendre des notes de parfum, faire des accords, créer des accords et raconter de belles histoires pour que les gens puissent commencer à rêver, à s'ouvrir à notre monde et on peut partager comme ça un univers. Donc voilà, c'est vrai que j'ai commencé jeune dans la musique, la photo et j'ai continué dans le parfum. Et donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir continuer ces trois choses-là depuis toujours. J'ai jamais arrêté aucune des activités. La musique, j'ai continué à en faire en rencontrant des gens autour du monde, en enregistrant des chansons avec des chanteuses, avec d'autres musiciens. J'ai fait des photos pour des magazines et des vidéos pour des galeries et j'ai commencé à faire des parfums de façon plus visible parce que c'est vrai que les projets de musique et photo étaient plus alternatifs. Mais les parfums, j'ai créé avec Colette le parfum de Colette, du concept store Colette, et avec l'hôtel Coste, l'odeur de cet hôtel mythique. Donc à chaque fois, je travaille avec un parfumeur. Je suis pas parfumeur, je travaille avec un parfumeur. Je suis musicien et photographe, mais pas parfumeur, mais je sais travailler avec eux. Et j'ai commencé donc dans les années début 2000 à faire ces trois choses en parallèle avec beaucoup de plaisir, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais accumulé des archives d'énormes archives de sons, de chansons, de, des archives de photos, de vidéos et de parfums que j'avais fait justement en travaillant pour d'autres et avec d'autres. J'avais accumulé ces archives et j'ai voulu créer Lola James Harper, qui est un projet familial parce que les voyages dans les années 2000 pour créer ces odeurs, ces parfums et ces images et ces vidéos, c'était des voyages avec mon fils, ma fille et ma femme. Et donc, on a décidé ensemble en 2010 de réunir tout ça dans un projet poétique qui s'appelle Lola James Harper, où il y a une collection de bougies qui sont les odeurs des lieux qui nous ont inspirés autour du monde, les vinyl stores, les concept stores, les galeries d'art, les cinémas et les lieux qui nous ont inspirés, une collection de chansons, une collection de photographies d'art euh, et une collection de films. Donc là, on a un premier film qui est sorti il y a 2 ans dans les festivals qui a été primé pour sa cinématographie, sa musique, et on a un prochain film qui sort l'année prochaine. Le premier film parle toujours de la lenteur du voyage, de l'amitié. Tous mes films parlent de la lenteur du voyage, de la contemplation et de l'amitié. Ça, c'est mon thème favori. Mais le premier va évoquer ça à travers la musique et les rencontres musicales autour du monde. Et le second film, toujours sur le voyage et l'amitié, va évoquer le basketball de rue, parce que quand on voyage, on joue et on rencontre des gens sur les terrains. C'est des très belles rencontres. Donc ce documentaire raconte ce miracle des rencontres sur les terrains de basket. Et le troisième film qui arrivera plus tard, ça sera toujours le même thème, mais à travers la danse. Donc Lola James Harper, c'est ça, c'est des parfums de lieux, des bougies, des photographies, des films et des chansons.
Et voilà. Et ça existe depuis 2013. Ça a été lancé, on a lancé ça chez Colette en 2013 avec un concert, une expo photo, l'expo des bougies. Et ensuite, le Bon Marché nous a fait confiance en nous offrant de 50 à 300 mètres carrés. Depuis 2014, de 2014 à l'année dernière, on s'est amusé avec le Bon Marché à créer des espaces d'expérience. C'était vraiment génial, des espaces où il y avait le studio de musique, l'expo photo, les bougies, les parfums, les chansons, les concerts, les masterclass. Voilà. Magnifique, 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 très beau parcours. Et comment vous expliquez le fait que finalement tout ce parcours et cette création soit basé sur le voyage et le collectif en permanence, en fait, dans ce que vous décrivez? Alors c'est vrai que c'est le voyage en fait. Bon, moi je suis né à Beyrouth déjà et je suis arrivé à 5 ans en France et Et j'ai c'était déjà un vécu coup de en français. Angleterre et voilà, j'ai vécu en Angleterre plusieurs années et aux États-Unis. Et ma femme que j'ai rencontrée il y a longtemps, enfin on est ensemble depuis toujours, est également une voyageuse. Donc c'est vrai que c'était inscrit dans notre duo de vie. Donc dès que les enfants sont arrivés, on les a emmenés avec nous en voyage. Et c'est elle qui a vraiment poussé pour le thème du road trip, parce que le voyage, ça s'était inscrit chez nous naturellement. Le road trip, elle a adoré cette idée-là. Donc le voyage, c'est très naturel et moi, je suis né dans le voyage, en fait. Je suis né dans le voyage et j'ai vécu toute ma vie dans le voyage. Je suis français, je suis franco-libanais, mais je suis né au Liban et j'ai été élevé en France, mais c'est vrai que j'ai vécu dans plein d'autres pays. Euh, donc mon ancrage, il est franco-libanais et la France, c'est vraiment le pays qui m'a élevé, mais j'ai vécu dans d'autres pays. Donc le voyage est naturel, donc on se pose même pas la question. Euh, et voilà, bah voilà, ça c'est pour le voyage. Alors, vous disiez que c'était naturel pour vous. Quel conseil vous donneriez justement à des personnes, et je pense que c'est la majorité des gens, hein, qui sont peut-être plus ancrés dans un pays, dans leur lieu de vie, de s'ouvrir et favoriser la rencontre justement? Alors c'est vrai que là, j'ai pas répondu à votre question sur la rencontre. Donc c'est vrai que moi, il y a le voyage, et il y a le fait que quand on voyage, j'ai la chance de faire de la musique et du basketball de rue avec mon fils pour le coup, pour le basket, avec ma fille, mon fils, ma femme pour la musique et le voyage. Et c'est des activités qui créent de la rencontre. Voilà. Donc ça, c'est pour dire, pourquoi est-ce qu'il y a de la rencontre? C'est parce qu'on ne fait pas juste voyager en regardant les monuments. Comme on arrive sur des terrains de basket avec un ballon et on commence à jouer avec des inconnus, quand on va à des concerts ou qu'on rencontre ces gens, qu'on commence à faire de la musique ensemble, ça crée des rencontres et après il y a des amis d'amis et c'est assez infini. Et c'est ce qu'il y a de joli dans le voyage. Le voyage pour nous c'est un moment humain avant d'être un moment historique, géographique ou un moment de culture générale. C'est un moment de rencontre. Donc moi ce que je dirais c'est qu'en fait euh, on est très bien chez soi et nos racines nous apaisent et nous font du bien. Ce qu'il y a de magique en fait dans le fait d'aller ailleurs. Le mot ailleurs, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. Ailleurs, ça peut être pas très loin en fait de chez soi. Euh, mais dès qu'on va changer de culture, même à quelques centaines de kilomètres, euh, ça permet d'une part quand on revient chez soi de redéguster autrement son chez-soi. Donc ça, il y a une première chose qui est magique dans le fait d'aller ailleurs, c'est que c'est un magnifique moyen de très bien revenir. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre élément, c'est que quand on va ailleurs, pour moi, c'est la clé en fait de la paix. C'est de considérer que ailleurs, c'est aussi recevable. Parce que quand on va ailleurs et qu'on commence à découvrir les autres façons de vivre, on réalise que tout coexiste et tout a son sens. Et que quelque chose qui est vrai quelque part, son opposé est absolument vrai ailleurs. Donc, quand on commence à prendre conscience de cette richesse, euh, on va commencer justement à respecter les autres façons de procéder et à y trouver même des solutions pour soi et à s'ouvrir. Donc c'est vrai que
Encore une fois, pour moi, le voyage, c'est pas l'autre bout du monde, c'est pas des cultures complètement opposées. Le voyage, c'est simplement aller ailleurs, avoir une autre langue, une résonance. Quand l'oreille entend une autre résonance, ça, je trouve que ça change la chimie. Quand on arrive ailleurs, les horaires pour manger, la façon de manger, la musique qu'on entend, ça change notre chimie. Et la chimie que ça provoque, c'est cette ouverture. Pour moi, c'est quelque chose qui est précieux euh, et qui euh, et qui permet de prendre de la hauteur. Et encore une fois, je le répète, qui nous permet de revenir chez nous, augmenter. On revient chez soi en profitant encore plus du chez soi parce qu'on voit finalement comment il se construit et on se sent augmenté parce qu'on a une conscience un peu plus ouverte des choses. Ce que je trouvais aussi très intéressant là, dans ce que vous évoquiez, c'est de créer l'activité. Et finalement, ce dénominateur commun, ce pont entre deux personnes différentes, sûrement de deux cultures différentes, à minima familiales. Pareil, enfin, je m'en suis rendu compte dans ma propre existence, c'est que j'ai eu la chance de partir étudier à Hong Kong. Les Hongkongais sont Mm. des gens formidables, mais pas forcément. C'est difficile de briser la glace. Et donc, du Mhm. coup, les étudiants français qui étaient avec moi en cours, bon, on a tous essayé de se faire des amis, de briser la glace, c'est impossible. Et j'ai réussi à me faire des amis, dont certains qui sont devenus des amis très très proches malgré les milliers de kilomètres maintenant qui nous séparent, parce que je pratiquais le rugby avec eux. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est avec une activité commune que finalement les barrières, quelle que soit leur origine et leur légitimité, se sont abaissées en fait. Absolument. Le langage est une barrière. Le langage, en fait, chaque langue est imbibée de toutes les traditions, les façons de faire locales. Quand on va venir essayer de comprendre la façon de faire locale, ça prend énormément de temps et d'énergie. Par contre, quand il y a une activité commune, que ce soit faire de la musique, que ce soit faire du rugby, faire du basket, faire du footing, que ce soit, c'est un langage commun et c'est un élément où il y a des codes qui sont partagés. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des codes de jeu partagés, mais on le fait de façon différente parce qu'en fait, on va pas forcément jouer pareil, on va pas avoir la même façon de faire de la musique ou même de jouer au basket parce qu'on sait qu'il y a le style européen, le style américain, enfin, et, mais ça permet d'avoir assez de choses en commun pour partager, pour créer cette connexion. Et, euh, et oui, ça complètement, ça c'est sûr que c'est assez magique et on peut même, moi euh, j'ai travaillé avec des Japonais qui parlaient pas du tout français ni anglais. Et bon, moi je parle pas japonais et donc on avait un traducteur, mais ce partenaire, lui, faisait de la musique et avant chaque réunion, c'était notre distributeur au Japon pour le James Harper. Et avant chaque réunion, on arrivait dans notre studio. Donc à Paris, on a notre studio où il y a toutes les archives. On va créer les photos, les musiques, les films et les bougies. Et en fait, avant chaque réunion, on descendait, on allait au studio et on faisait de la musique ensemble pendant une demi-heure avant de commencer avec le traducteur à communiquer sur les façons de travailler ensuite. Et ça, c'est vraiment touchant, agréable, parce qu'on a une sorte de rencontre qui est à un autre niveau. C'est pas au niveau du langage, c'est pas au niveau du rationnel et de l'analytique, c'est un autre niveau de rencontre qui est plus émotionnel ou spirituel ou je sais pas quoi. Chacun met le mot qu'il veut dessus, mais c'est une vraie rencontre et ça permet vraiment de briser la glace. Ça c'est sûr. Et le film qui sort là en septembre, alors il va sortir que dans les festivals et on va faire il s'appelle Hoop Time. C'est sur le basketball de rue, comme je vous avais dit, le basket de rue. Euh, Ce film, en fait, raconte cet incroyable euh, petit terrain en bitume avec un panier qui est posé dans toutes les villes du monde. Et en fait, la règle, c'est qu'on a le droit de venir sur ce terrain sans ballon, sans équipier, sans coéquipier, sans personne. Et en fait, quand quelqu'un perd, on fait rentrer ceux qui attendent sur le côté. Et donc, on arrive dans n'importe quel pays, on se met sur le côté, les gens perdent, hop, on veut venir et commencer à jouer avec les autres qui sont là, qui sont les gagnants. Et on compose une équipe avec tous ceux qui sont en train d'attendre sur le côté.
Et les rencontres se font naturellement. Il n'y a pas à briser quoi que ce soit. On joue direct ensemble. Et ça, c'est le seul sport qui permet de ça, puisqu'en fait, les autres sont le foot, on arrive avec son équipe, enfin, c'est plus long, c'est pas des jeux de 10 minutes. Le tennis, on n'en parle pas. Enfin, le basket est un sport urbain il y a ces terrains un petit peu partout. Et ce film raconte euh, comment mon fils de 9 ans a eu des grands frères un peu partout, des amis, et comment l'âge est annulé. Parce qu'en fait, quand on va jouer avec un enfant de 10 ans, s'il joue correctement, en fait, c'est un coéquipier, point. Et moi qui suis plus vieux, j'ai joué avec des vingtenaires et c'est devenu des amis. Et donc ça annule et la culture et l'âge. Et c'est assez intéressant. C'est ce que raconte Hoop Time, qui est le prochain film qui sort donc en septembre dans les festivals et qui sortira sur les écrans plutôt dans un an et demi. Enfin dans un an. Euh, voilà. Donc ouais, il faut trouver une activité qui réunisse et qui soit hors du langage. Et vous avez utilisé le mot ludique. Euh, c'est vraiment aussi le cœur du sujet, c'est que finalement on va prendre du plaisir ensemble et on oublie en fait ce qui peut nous séparer. Ouais, le jeu, c'est vrai que jouer ensemble, c'est ce qui va permettre aux enfants de se rencontrer, les petits enfants, enfin les enfants, les jeunes enfants et les enfants vont jouer ensemble et vont créer des amitiés en jouant ensemble. Et en fait, le jeu est essentiel pour rencontrer à un autre niveau que celui du langage et du rationnel. On a beaucoup parlé des sens, du coup, de l'ouïe avec la musique, l'olfactif, enfin l'odorat avec les parfums. Euh, Comment on peut prendre conscience de ces sens et en profiter selon vous? Alors, il y a une chose qui est incroyable avec les sens, et ça, je le remarque. Lola James Harper, ce projet, Lola James Harper, est vraiment basé sur cette conscience et cette croyance que les sens sont de magnifiques alliés pour nous réancrer dans le présent et nous remettre en fonction normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde que j'adore par ailleurs, qui très virtuel. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que moi, je peux faire le tour du monde, je peux voyager, je suis toujours en contact avec mes équipes, avec mes partenaires, avec mes amis, grâce au téléphone. Donc, je peux être physiquement à un endroit et je suis de toute façon lié à des gens à des milliers de kilomètres. Euh, et je suis lié, mais vraiment de façon forte. C'est pas juste une lettre que j'envoie qui arrive dans 2 semaines. Et on peut être dans une salle avec sa famille et chacun peut être sur son téléphone en train de vivre autre chose euh, que les 5 personnes dans cette même salle ou les 4 personnes dans cette salle. Donc physiquement, nous sommes ensemble, mais on n'est absolument pas ensemble. Mais cette société où en fait on va commencer à pouvoir, même dans le métro ou ailleurs, être toujours ailleurs, mais ailleurs pas ancré dans le présent, ça a un vrai intérêt parce que, un, on commence à pouvoir être en lien avec ses amis autour du monde. Deux, on commence à pouvoir avoir des informations euh, un peu plus précises et qui sont plus honnêtes parce qu'on a une conscience partagée par tous. Mais petit à petit, à force d'être dans cette logique de flottement, donc de ne pas être ici et maintenant, mais de pouvoir être ailleurs non-stop, euh, ça crée un dysfonctionnement. C'est-à-dire que petit à petit, on commence à perdre son ancrage dans le présent. Et c'est essentiel. C'est pour ça qu'on a une naissance du yoga, du sport, de tous ces éléments qui nous permettent de nous réancrer parce qu'en fait, on remet le corps au centre. Je prends toujours cet exemple qui est hyper, enfin pour moi, qui est révélateur. C'est-à-dire que le présent, c'est ça. Là, vous m'entendez, c'est les secondes là qui passent. Ça, c'est le présent. Et ce présent, en fait, notre corps est forcément lié à ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être notre corps il y a 2 minutes, il y a 10 secondes ou dans une minute. Par contre, notre esprit, il peut pas être là. Il peut pas être dans le présent. Il peut pas être à chaque seconde conscient de chaque seconde. Notre esprit, il y a 1 heure, il y a 10 jours, il se projette devant, il se projette derrière. Il ne peut pas être relié à cette seconde, à ces secondes qui passent. Et donc la seule façon de se réancrer, c'est de remettre le corps en mouvement. Parce que le corps, lui, est forcément dans le présent. Donc quand on va se commencer à arriver dans nos espaces de la James Harper et qu'on va commencer à sentir des odeurs du monde, des odeurs créées par les plus grands parfumeurs, des très belles odeurs, qu'on va commencer à regarder des images du monde, qu'on va commencer à écouter des vinyles qui sont joués très fort, qu'on va prendre un thé et boire un thé,
parce qu'on a notre ligne de thé aussi et de café qu'on a fait avec Terre de Café. Et le fait de se mettre à mettre ses sens en mouvement, donc sentir, goûter, voir, écouter, on redescend tout doucement et on se réancre tout doucement dans le présent. Et il y a quelque chose de paisible et d'agréable aussi dans le fait d'être ancré et d'être présent. Par contre, je suis pas en train de dire qu'il faut être présent du matin au soir, qu'il faut être en tailleur et, euh, Ce et pas serait intense bouger. surtout. Non, non, ça, je sais pas. Mais ce que j'adore, c'est pour ça que notre premier film s'appelle With, donc c'est en anglais, c'est un film, ça veut dire avec. Je crois vraiment qu'on peut jamais aller contre les choses, on peut aller il faut balancer des choses, il faut trouver un équilibre. Donc plus on va aller vers une société du virtuel, où on va pouvoir vraiment flotter, avoir avec son téléphone, son ordinateur, son iPad, ce que vous voulez, être ailleurs tout le temps et avoir une conscience qui n'est pas être ailleurs. Plus on va être dans cette société virtuelle et flottante, plus il va falloir créer des moments d'ancrage pour rééquilibrer le système. Donc c'est pas que c'est pas bien de flotter et d'être ailleurs, et c'est pas que c'est génial d'être ancré, mais il faut les deux. Et, euh, et ça, c'est très nouveau, hein, parce qu'avant, on était ancré. Hein. Je peux vous dire, dans les années 80, vous étiez où vous étiez. Hein. Donc, votre cerveau pouvait vagabonder, mais clairement, au mieux, vous regardiez la télé pour voir ailleurs. Mais quand vous étiez dans la rue ou dans le métro, les gens autour de vous, vous les regardiez et vous étiez avec les gens autour de vous. Vous n'aviez pas un téléphone pour vous échapper, pour voir ailleurs. Vous n'étiez pas en train de parler à quelqu'un qui était ailleurs. Vous étiez ancré dans le métro avec les gens qui vous collent. Et donc, il n'y avait pas de possibilité. Donc c'est génial de pouvoir s'échapper. Moi, j'adore faire des voyages de 12 heures avec mon téléphone, où je vois des films, où je suis complètement dans mon univers. C'est génial de rêver non-stop. Mais il faut utiliser ça et en profiter et le célébrer. Mais à côté, il faut retrouver des activités qui remettent les sens et le corps au centre et qui nous permettent de nous ancrer dans le présent. Oui, ce qui est intéressant dans ce dont vous parlez, c'est que je sais qu'il y a des exercices contre le stress où justement on va mobiliser ses sens progressivement pour se remettre justement dans le présent, l'instant et le lieu s'ancrer, comme vous dites. Et il y a une autre chose qui m'a interpellé dans ce que vous décriviez, c'est que vous parliez de travailler avec des hôtels et vous avez conçu certains de leurs parfums. C'est que ça me fait un peu penser aux lieux de culte où en fait il faut être présent, il faut être quasiment concentré, même de manière inconsciente, quand on y rentre. Donc ça va être des parfums tels que l'encens dans pas mal de lieux de culte différents d'ailleurs, comme pour faire comprendre à l'esprit, ça y est, j'y suis. Je vais a Alors, priori prier. Et par rapport à un hôtel, bon, évidemment, on n'est pas dans la dimension spirituelle, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait prendre conscience que ça y est, on y est dans l'hôtel en question. en fait, par rapport, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la dimension spirituelle ou religieuse est pas dans est pas au centre, mais le parfum en lui-même n'a aucun intérêt. C'est-à-dire une odeur n'a pas de sens naturellement. Quand on va passer une semaine de vacances agréables et que pendant une seconde on va sentir une fleur, par exemple une fleur de lys, à vie, cette odeur, sera lié à ces vacances et à ce moment agréable. Si on passe une semaine très désagréable et qu'il y a une odeur de, je sais, dans la maison où on a une odeur de patchouli ou quoi, à vie, le patchouli sera très désagréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'odeur en elle-même, il n'y a pas le patchouli c'est bon et le lys c'est pas bon. Non, c'est chacun vit sa vie, relie les odeurs à des émotions et à des moments vécus. L'encens, par exemple, comme on l'a toujours relié à quelque chose de spirituel, parce que étant petit, en allant justement dans des lieux de culte, on l'a senti, cette odeur signifie c'est le moment du culte. Voilà. Moi, en fait, je suis allé dans. Donc, c'est exactement ça, mais c'est-à-dire qu'il faut revenir un cran en arrière. À force d'avoir cette odeur-là dans les lieux de culte, tout d'un coup, le cerveau, quand il sent cette odeur, il se dit ah, tiens, c'est le moment de changer d'état et d'être dans quelque chose de plus spirituel. Au même titre qu'il y a des odeurs qui vont nous rappeler la joie, les vacances ou d'autres choses. Donc, moi, quand je vais trouver des lieux hyper puissants comme l'Hôtel Coste ou Colette ou la Réserve à Genève, des lieux qui créent une émotion, en fait, l'idée, c'est de dire, vous avez dépensé un talent fou et pas mal d'argent pour créer ces lieux. Vous avez dépensé un talent fou pour que des gens viennent et aiment votre monde.
ils y passent un moment de joie ou juste de satisfaction ou de plénitude. Si on met une odeur dans ce lieu-là, qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, hein, l'idée c'est que cette odeur, ça peut pas être une odeur connue qu'on a déjà sentie ailleurs. S'il y a une odeur particulière qui est reliée à ce moment de joie, en fait, quand les gens vont repartir de ce lieu-là, ils vont pouvoir prendre une bougie et chez eux, à l'autre bout du monde, quand ils allumeront cette bougie, on réouvre le souvenir. Et ce qui est génial dans le parfum, c'est que contrairement à une photo, quand on va regarder une photo de vacances, c'est notre cerveau qui va se rappeler des vacances. Par contre, quand on va sentir une odeur liée aux vacances, c'est notre corps et nos émotions qui se réveillent. C'est-à-dire, on se replonge dans ce moment. C'est pas intellectuel. On ne se rappelle pas avec une odeur de vacances. On revit. Notre corps se remet dans une sorte de chimie qui ressemble aux vacances. Donc, c'est plus émotionnel qu'une photo, par exemple, qui est plus intellectuelle. Donc en fait, voilà. Donc oui, clairement, il y a des odeurs qui sont chargées de souvenirs et que l'on partage tous. Donc l'encens, tout le monde sait que ça ressemble plutôt à des rituels, à des choses spirituelles ou religieuses. Après, chaque odeur, chacun d'entre nous, euh, on va les relier à une autre émotion, à un autre souvenir. Donc moi, j'ai pris le truc dans l'autre sens. J'ai dit, OK, où sont les lieux où des moments magiques se passent? Créons une odeur rare et particulière. Et les gens comme ça, à vie, auront leur Madeleine de Proust pour l'hôtel Coste, leur Madeleine de Proust pour Colette, leur Madeleine de Proust pour la réserve à Genève, pour différents lieux comme ça. Oui, ce qui est super puissant aussi, c'est les parfums sur les gens, notamment quand ils ont un parfum un peu unique, un peu propre. Il suffit, ça nous est tous arrivé, que quelqu'un dans la rue passe avec le même parfum que la personne qu'on a l'habitude de sentir avec ce parfum. Mm. Tout de suite, ça nous rappelle la personne. On a même l'impression qu'elle est là. Et C'est oui, allez-y, exactement pardon. ça. Donc c'est pour ça que c'est pas. Non mais c'est exactement ça ce que vous dites, c'est que c'est pas. On s'en rappelle, mais on ressent cette personne. C'est-à-dire que bon, on dit sentir, hein, mais c'est-à-dire que on ressent vraiment. Il y a quelque chose de plus global et plus holistique dans le souvenir. C'est-à-dire qu'on va pas juste intellectuellement se rappeler de cette personne. On va ressentir l'émotion que provoque cette personne. Et ça, c'est génial. Mais il faut que ce soit un parfum qu'on n'ait pas senti 1000 fois dans mille situations différentes. Il faut qu'il Oui, y ait quelque chose de rare et d'exclusif. Sinon, en fait, le cerveau, il est incapable, enfin, même pas le cerveau, notre corps est incapable de relier cette odeur à quelque chose de fort, puisqu'il l'a déjà senti plein de fois. Donc, ah, mais c'est complètement ça, c'est l'association d'idées à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Ça me fait penser à ces exercices pour enfants, vous savez, où vous avez un mot ou par exemple des couleurs à gauche et après des animaux à droite et vous devez relier les mm, couleurs, la couleur grise par exemple, à tous les animaux qui peuvent être de couleur grise. Donc s'il y en a qu'un, là c'est évident pour notre cerveau et c'est cette chaîne qui s'enclenche. Si effectivement il y a plusieurs animaux différents, pour l'exemple, là, c'est peut-être un peu plus confus ou c'est beaucoup moins concret et le contour se fait beaucoup moins bien, quoi. exactement, exactement. Donc, la rareté, c'est essentiel. Donc, c'est pour ça que je vous disais, quand je parlais de poésie dans le parfum, c'est cet élément-là en fait, on crée une jolie histoire ou un joli moment donc dans un lieu, une jolie expérience, et on la relie à une odeur qui est rarissime et qui n'est reliée à ce moment ou à cette histoire. Et là, on crée un parfum. C'est pour ça que le parfum en lui-même, tout seul, il n'a pas de sens. C'est-à-dire, le patchouli, le lys, ça n'a pas de sens. Sauf si intellectuellement on commence à jouer, ah, je vais reconnaître l'odeur. Si on veut jouer à celui qui connaît les parfums, au parfumeur, ça c'est autre chose. Mais on n'est pas dans le monde de l'émotion. Donc chacun va avoir une émotion, un souvenir, un moment lié à des odeurs. Et donc le métier du parfumeur, de celui qui va créer des parfums, donc le parfumeur va créer ce mélange et ses accords et mélanger toutes ces notes avec moi, mais c'est de réussir à trouver une alchimie entre l'histoire, le moment et l'odeur. Très clair. Je voulais aborder un autre sujet qui vous est cher, auquel on a déjà fait allusion, c'est la création à plusieurs. Et là, tout simplement, la question qui me vient, c'est comment
vous créez à plusieurs? Merci pour cette question. J'aime bien cette question. Donc oui, je vous disais tout à l'heure que le premier film s'appelle With, avec, parce que je crois beaucoup à la co-création, bon, comme tout le monde, mais j'ai pas mal de règles que j'ai installées. Ça Et se corse. d'ailleurs, voilà. Bon, déjà, première chose, c'est que j'adore les duos. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, et bien sûr, c'est très bien qu'on ait plus, mais le duo est très, très, très puissant et rapidement puissant. Parce qu'en fait, quand on est à deux et qu'on commence à interagir rapidement et qu'il y a quelque chose d'extrêmement créatif qui se met en place, ça va très vite. Dès qu'on est trois, dès qu'il y en a deux qui commencent à interagir, il y a le troisième forcément qui va se sentir un peu exclu. Donc il faut mettre de l'énergie pour inclure le troisième. Et donc ça peut être magique, hein, mais c'est juste qu'il y a une sorte d'énergie où il faut calibrer les choses pour que tout le monde soit bien à l'aise. Alors qu'à deux, non, on y va, on est à deux, ça rebondit. Donc je prends toujours cet exemple des miroirs. Un miroir tout seul va montrer ce qu'il y a en face de lui. Vous prenez un miroir, vous le mettez, on voit ce qu'il y a en face. Pour moi, un esprit, c'est ça. Quand on est tout seul, on voit de façon factuelle ce qu'il y a autour de nous. Quand on met deux miroirs face à face, comme il y a un effet ping-pong à l'infini, on crée l'infini. Chaque réflexion rebondit et ça crée un infini. Et quand deux personnes se rencontrent et commencent à co-créer le plus librement possible, donc à échanger des idées et à rebondir sur l'idée de l'autre, on crée une vraie profondeur et une vraie création infinie. Donc ça, ce jeu-là, pour moi, est très, très, très agréable et très enrichissant. Donc quand je vais rencontrer quelqu'un, je demande à la personne de pas venir avec une idée, et moi j'essaye de pas venir avec une idée préconçue, parce que finalement quand on vient avec une idée préconçue, le mieux qui puisse nous arriver, c'est de la vendre. C'est-à-dire au mieux on ressort sans surprise en ayant réussi à vendre notre idée. Alors que quand on vient avec une intention de co-créer ensemble, et qu'on commence à travailler sur une musique ou sur un projet, mais qu'on ouvre vraiment les vannes au début et qu'on commence à faire un ping-pong d'idées, comme deux miroirs face à face, tous les deux nous sommes surpris en bout de course. On va beaucoup plus loin que ce qui avait été envisagé, puisqu'il n'y a rien d'envisagé au début, et ce qui naît, c'est quelque chose de commun. Et c'est pas une personne qui a réussi à vendre son idée. Euh, et donc c'est vrai que ce thème je l'ai appelé, bon c'est en anglais, je l'ai appelé Wisdom. En anglais, Wisdom, ça s'écrit Wisdom, ça veut dire la sagesse, Wisdom. Et donc là, prochain livre qui sort qui s'appelle With-Dom, donc au lieu d'écrire Wisdom, je l'ai écrit WTHDOM parce que WTH, ça veut dire avec. Donc c'est la sagesse de l'avec, d'être avec. Donc c'est comment, quand on va co-créer, comment laisser une vraie place à l'autre et comment avoir une confiance dans le processus de co-création et dans le fait qu'en arrivant avec une intention de générer quelque chose ensemble et en laissant la parole et l'échange, laissant la parole aux deux personnes et en faisant confiance à l'échange et au ping-pong d'idées, on arrive à quelque chose de supérieur qui nous dépasse, qui n'est ni l'idée de l'un ou de l'autre, mais qui est bien quelque chose qui est né de l'interaction des deux personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à. Maintenant, il y a un peu des techniques, on va dire, de consultants dans tous les sens, on va dire, d'efficacité dans les réunions ou la façon de créer des projets. Et c'est vrai qu'on a tendance à trop vouloir border les choses pour gagner en efficacité, alors qu'en fin de compte, en bout de course, comme vous le décrivez, l'objectif ne sera pas atteint. On aura juste validé l'idée de quelqu'un du groupe ou du duo, mais ce ne sera pas du tout quelque chose de co-construit comme vous y êtes attaché, quoi. Mais c'est surtout que, en fait, cette technique-là est extrêmement rapide. C'est-à-dire que c'est extrêmement efficace. Alors après, il faut être dans le lâcher prise un bon bout de temps. On C'est-à-dire qu'il aurait ne du faut mal à pas le avoir faire en ce peur. moment. C'est ça. Non, non, c'est-à-dire que vous voulez dire tous les deux, si vous voulez créer quelque chose, ou en général. Non, le lâcher prise, en fait, comme je disais, on est quand même dans une société où le contrôle devient de plus en plus naturel. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on sait qu'on va arriver dans 22 minutes à un rendez-vous, on sait qu'il va pleuvoir à 14h14, on sait quand on rencontre quelqu'un Ah, c'est triste décrit comme ça. que non, mais non, mais ça a encore une fois, je trouve ça super. Si on contrebalance, tout est super quand C'est on un équilibre équilibre. les choses. Il y a rien de mauvais, hein. Il y a jamais rien de mauvais. Les choses existent parce qu'elles doivent exister, mais il faut équilibrer les énergies. Il faut pas se plonger dans chaque période en ne faisant qu'un des bouts de la période. Donc là, clairement, le fait de savoir que j'arrive dans 22 minutes, qu'il va pleuvoir à 14h14, que quand je vous rencontre, je peux googler et j'ai plein d'infos sur vous. Et ok, c'est très bien, je suis dans le contrôle. Je peux tout contrôler, je peux même mettre un bracelet, avoir le battement de mon cœur, je peux savoir combien de pas j'ai fait dans la journée. Plus ça va, plus on joue dans la cour du contrôle. Plus on a d'infos pour contrôler. Donc notre esprit s'habitue à ça. Donc c'est sûr que quand on arrive pour voir quelqu'un, on va se renseigner, on a déjà une idée préconçue, on sait ce qu'on veut vendre, on sait il faut redonner la chance aussi à la surprise parce qu'en fait c'est agréable. Donc il faut se réancrer dans le présent grâce à ses cinq sens et grâce à son corps, grâce à sa respiration, au fait de juste profiter, de contempler ce qui est autour de nous. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément, c'est qu'il faut remettre la poésie et la surprise dans le système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le contrôle absolu de tout, parce que de toute façon, à la fin, alors c'est peut-être, il n'y a pas de satisfaction. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas de satisfaction, parce qu'à force de juste vouloir contrôler et atteindre des objectifs, la satisfaction, elle s'émousse, comment on peut dire, elle commence à s'effriter tout doucement. Il faut de la surprise et de la rêverie un petit peu. Donc c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer quelqu'un avec qui on va travailler, les premières fois, c'est génial de laisser la chance à la rencontre, à la surprise et, euh, et à la co-création un peu débridée et pure, parce que c'est agréable pour tout le monde et ça amène de nouvelles dimensions. C'est un peu le fait d'aller, on parlait du voyage au début, c'est-à-dire de voyager, ça nous met plein de choses en perspective. On revient mieux chez soi. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, c'est sympa de profiter de ce début, de cette première rencontre pour ouvrir les idées, pour ouvrir les possibles. De toute façon, après, ça va se fermer tout doucement au fil du temps, puisqu'en fait, on va commencer à vouloir contrôler les choses, et c'est naturel, mais c'est bien au début d'essayer d'ouvrir les possibles. Le bon exemple, c'est les chanteuses dans le premier film. Je vous avais dit que le premier film, ouais, parle de la musique. Donc les chanteuses qui n'étaient pas des chanteuses, c'était des amis d'amis qui avaient des jolies voix, qui n'étaient pas chanteuses, mais qui avaient des jolies voix, à qui j'ai proposé de venir enregistrer des morceaux dans notre studio. Donc elles arrivaient complètement. En fait, elles y croyaient pas parce qu'elles chantent pas. Mais bon, elles venaient prendre un café avec moi, on passait un bon moment, on allait prendre un bon thé, on allait parler, puis elles allaient venir dans un studio de musique et c'est sympa. Donc là, on est au niveau maxi de l'ouverture parce qu'elles savent que de toute façon, il n'y a rien à perdre ou à gagner. Et là, on commence à écrire des paroles en direct, ensemble, après avoir eu 1 heure, 2 heures de discussion. Puis on commence à prendre une guitare, on enregistre des choses et des choses miraculeuses se passent parce qu'il n'y avait pas d'attente. Et ça, c'est génial. La deuxième fois, elles arrivent avec des paroles. Donc là, je dois les aider en leur disant non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on a compris que ça allait marcher que maintenant il faut venir avec son idée préconçue. Et ça, c'est vraiment un très bon exemple. Et ça, vous n'êtes pas venu, mais dans notre studio, moi, j'adore recevoir des non-musiciens. Alors, on a même fait ça avec des comités de direction euh, et des gens qui étaient très loin de la musique, très loin de l'art, Ah bah, et j'en qui suis étaient très loin. Si je venais, moi au collège, la flûte à bec, c'était déjà une Non, torture mais pour tout le voilà, monde. j'adore jouer avec des non-musiciens. Donc, j'ai 5 non-musiciens qui arrivent dans le studio. Ils sont persuadés que ça va être catastrophique. Ils entrent dans un studio, c'est pas un monde qu'ils connaissent, ils savent pas jouer. Et je leur dis, on va composer notre chanson ensemble. Ce qui est génial à ce moment-là, quand vous avez 5 personnes d'âge variés qui ont jamais touché un instrument, ils savent que ça va être ridicule, mais ils veulent ne pas l'être. Donc, ils sont dans une écoute absolue. Donc là, ils écoutent. Ils sont pas sur leur téléphone en train, je peux vous dire. Ils sont pas en train de regarder Instagram. Donc, ils écoutent. Ils savent que là, ils sont vraiment là, ils sont présents. Ils sont avec moi et ils sont avec le groupe. Et comme ils veulent pas être ridicules, ils écoutent et ils vont interagir avec les autres en étant vraiment
dans le respect parce qu'ils n'ont pas comment dire, d'expertise dans ce domaine-là. Donc ils sont très ouverts. Et à chaque fois, c'est miraculeux. On va écrire des paroles. Alors on va faire de la musique rock très simple, hein. Chacun fait une note, on la joue ensemble et on écrit des paroles. Mais quelque chose de miraculeux se passe. Pourquoi? Parce qu'on a mis cette population, quand il s'agit de comité de direction, de gens qui sont qui sont obligés de diriger, hein, c'est un comité de direction, donc ils sont obligés d'être dans le contrôle et dans une vraie expertise. Mais là, on les remet dans cette logique de la co-création, de l'ouverture et de la confiance dans l'autre, dans le fait que l'autre peut amener plus que ce qu'on peut faire seul. Et qu'une somme de gens qui ne savent pas faire arrivent à faire quelque chose ensemble. La musique, je trouve qu'elle est vraiment faite pour exprimer ça. Le rock, c'est quatre mecs qui savent pas faire de musique, mais qui ont envie d'être ensemble, hein. L'origine du rock, c'est ça. Ah, c'est pas Envie mal. de s'amuser. Mais écoutez, je serais ravi de tenter Bah, il faudra passer. l'expérience, Bah, avec plaisir. avec Emmanuel, on passera. Vous passerez pour faire ça, vous verrez. C'est Avec assez plaisir. étonnant. C'est assez étonnant. Moi aussi, à chaque fois, je suis très étonné, hein. Parce que à chaque fois, je me jette à l'eau en me disant, bon, peut-être que cette fois-ci, ça va pas marcher. Mais en fait, ça marche Ça marche à toujours. chaque fois. Toujours. Mais en fait, ce qui est super intéressant, et on en revient un peu à ce qu'on disait sur les sens et ce phénomène de concentration qui arrive une fois qu'on a conscience qu'on les utilise, ces sens, euh, c'est que quand on arrive sans notes, sans partition et sans projet, comme vous en parliez tout à l'heure lors d'une discussion, on est un peu sans filet. Et finalement, on va mobiliser, en l'occurrence, son écoute, mais aussi sa vue, limite son odorat, pour essayer de comprendre l'autre et échafauder le projet, la partition, le morceau. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va être, comme on va être pas dans l'expertise et le contrôle, on va se remettre dans une situation de présence absolue. On va être très présent dans le rendez-vous et présent avec tous ses sens, en observant les gens, en les écoutant et en mobilisant vraiment le maximum d'adaptabilité puisqu'on n'est pas expert. Et on est obligé, et là on va enfin se retrouver dans la bonne situation, dans cette situation qui génère de beaux projets et qui génère de la surprise, de la satisfaction. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça dans tout, hein. Quand on fait un business plan et tout, on va pas commencer à s'ouvrir. On est obligé de faire des projections, de voir les choses à moyen long terme. Je dis pas que c'est dans tous les domaines, mais encore une fois, dans tout ce que je raconte, jamais rien n'est unique, puisque dans mon idée, tout doit s'équilibrer. Donc, quand on est à fond dans le contrôle, qu'on est dans un comité de direction, qu'on fait des projections, qu'on contrôle, c'est intéressant de trouver des moments de, euh, de lâcher prise, de co-création, de surprise. On est dans un domaine qui n'est pas notre expertise et on se resurprend. C'est toujours cette idée de rechercher l'équilibre. Oui, et surtout, ça nous arrive hyper souvent à tous, je pense. C'est que dans beaucoup de discussions, on y arrive avec une appréhension, une forme d'objectif de ce qu'on veut en tirer, et on n'écoute pas l'autre en fin de compte. Et on s'en rend tous compte que on n'est pas écouté, bien souvent, que l'autre est sur ses positions, mais nous-mêmes, on ne s'impose pas justement cette ouverture, ce lâcher-prise et cette non-préparation, non-attente par rapport à la discussion. Qui est finalement une forme de co-création aussi, hein, ne serait-ce qu'une discussion lambda. Absolument. Ne pas écouter l'autre parce qu'on est concentré sur ce qu'on veut faire passer, c'est mathématique et complètement normal. Parce que je suis pas en train de dire que c'est bien. C'est-à-dire que c'est quand on vient pour faire passer une idée ou qu'on est sûr de soi, de ce qu'on veut dire, on n'est pas dans l'écoute. À la limite, on écoute pour voir comment orienter la personne vers nous, mais on n'écoute pas pour vraiment changer d'avis, puisqu'on est venu pour vendre son truc. Donc, la base, encore une fois, il y a plein de domaines, on est obligé d'être dans cette position-là. Mais il faut se recréer des moments où on est dans une autre position qui est dans celle de la surprise et de l'écoute et de la co-création. Donc, dans n'importe quelle discussion, quand on arrive, c'est bien de s'émouvoir de quelque chose d'étonnant, de changer d'avis, parce qu'on n'en a pas un vraiment établi. Et que et l'autre n'a pas gagné parce qu'en fait, on va trouver un avis commun, un nouvel avis qu'on a inventé à deux. Il y a pas on n'est pas dans le win-lose, dans gagner et perdre, mais dans qu'est-ce qu'on va inventer ensemble comme idée,
qu'est-ce qu'on va inventer comme position comme croyance en échangeant nos deux idées floues. Quand on a des idées très très claires et que nous sommes que des experts, bon bah c'est plus compliqué. Donc encore une fois, il y a des moments où c'est bien de faire ça, hein, et c'est souvent le cas, mais il faut recréer des moments de surprise et de co-création. Ce que je trouve génial dans votre conception, là, c'est que finalement, on est dans une, alors confiance peut-être pas absolue, mais une vraie confiance dans l'autre. On lui fait confiance sur sa contribution et sur le fait que il faut vraiment l'écouter et pas uniquement se fier, nous, à nos idées préconçues ou même notre propre expérience qui peut être avérée, mais vraiment s'ouvrir à ce qu'il a à nous dire en face. Mais oui, c'est souvent le cas en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a beau se voiler la face, on vit avec l'autre, hein. Donc on vit avec les autres, on vit avec l'autre. Donc en fait, on est un peu savoir s'ouvrir et voir quel est le chemin qui peut s'accomplir à deux. Et je parle surtout pas du chemin médian entre les deux, hein. Je parle pas de compromis, hein. C'est pas le débat, c'est d'inventer quelque chose ensemble qui dépasse les deux positions. Une idée sur laquelle je voulais revenir, là, c'était le voyage en famille, dont vous nous avez Ouais. parlé tout à l'heure. Et c'est très basique, mais quels Mm. conseils vous donneriez aux parents frileux d'aventure avec leurs enfants? La première chose que je dirais, c'est qu'il y a voyager avec des enfants, c'est c'est augmenter le voyage par mille. Parce qu'en fait, quand on va être avec des enfants, on va voir tout de façon beaucoup plus étonnante et magnifique. Donc même quand on voyage avec un enfant dans un lieu qu'on connaît, vu que lui ne le connaît pas, on va lui re-raconter. Et en fait, même en allant dans un lieu qu'on connaît un peu, avec un enfant, on le voit autrement, parce qu'on va lui raconter autrement et on va le voir à travers ses yeux. Donc déjà, réaliser que voyager avec un enfant ou des enfants, c'est vraiment booster le voyage, booster ce sentiment d'ailleurs, booster cette joie et l'enthousiasme quand on arrive dans un lieu, on arrive dans un café pour prendre un gâteau, mais il y a des couleurs roses au mur ou bleues. On arrive dans une ville où les maisons ont une autre couleur. On arrive et les enfants les voient autrement. Et il faut vraiment se perdre dans cette. Le bon mot, c'est j'essaie de. Ouais, cet enthousiasme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant en étant avec les enfants. Ça, c'est une première chose. Euh, et on n'est pas là pour la, on n'est pas là pour. C'est plutôt eux qui nous apprennent souvent, hein, parce qu'ils nous permettent de redécouvrir les choses. Donc c'est voyager avec des enfants. L'autre chose, c'est que l'autre conseil que je donnerais, c'est quand on voyage avec des enfants, il faut faire très attention aux blogs et aux guides. Et je parle pas du fait qu'ils, je suis pas en train de dire qu'ils disent des choses fausses. Quand on voyage avec des enfants, il faut savoir prendre le temps de s'émouvoir des petites choses. Donc, quand on commence à avoir une liste sur la journée de 10 000 trucs à faire avec les enfants, tout d'un coup, les enfants nous ralentissent. Et à la fin de la journée, la seule sensation qu'on a, c'est de ne pas avoir fait tout ce qu'on devait faire. Quand on se lève le matin et qu'on décide de faire très peu de choses avec des enfants, tout d'un coup, et qu'on se laisse surprendre. Moi, je suis toujours pour le système de la surprise. Quand on voyage avec un enfant, on ne vient pas faire une liste de faut faire tel musée, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. La Parce qu'en lenteur. fait, ça sera. Là, dans tous les cas, avec un enfant, ça sera un mauvais voyage parce qu'en fait, on va juste pas avoir le temps, on va le pousser, il va être fatigué. Donc, avec un enfant, on va dans une ville et on commence à se balader et on va s'émouvoir des choses de rien. On va s'émouvoir de rien du tout. Et on vient pas faire comme un adulte le rétro-planning de la journée avec tel musée, telle boutique, tel shopping, telle rue, tel monument, tel truc. Parce qu'à la fin, on est épuisé, tout le monde est épuisé, l'enfant a pleuré, et puis il fallait qu'il mange en plus cet enfant, c'est insupportable. Alors que, C'est non, pas non, c'est une pratique. erreur. C'est pas pratique. Alors que je suis en train de vous dire que c'est pas pratique, c'est magique, un enfant. C'est magique parce que ça vous permet, en étant sur une place à Rome ou à Lille, de trouver des trucs super sans que ce soit écrit dans un blog ou dans un guide. On ne voyage pas avec un enfant comme quand, entre adultes qui veulent faire la compilation des découvertes
Euh, et donc, mon premier conseil, c'est de réaliser on voyage avec un enfant en utilisant la magie des enfants qui nous permettent de nous émouvoir de rien. Et d'ailleurs, Et l'émotion, donc, il faut enfin, prendre le temps. vous dites s'émouvoir, souvent c'est l'essence. Ça va être la musique, ça va nous émouvoir, une peinture va nous émouvoir avec la vue. Et les enfants, souvent spontanément, ils vont réagir en disant que ça sent mauvais ou que ça sent bon, que c'est Exactement. beau. Et ils nous recentrent à nouveau, on en revient un peu au fil de notre discussion, mais sur nos sens et dans l'instant aussi du voyage plutôt que de regarder notre book avec la liste à l'après-vert qu'on s'est faite pour visiter. Exactement. Exactement. C'est donc entre adultes, je sais qu'on voyage autrement. Et quand on voyage avec des enfants, on voyage pas entre adultes avec des trucs pas pratiques à côté de soi. Non, on voyage autrement. Et pour... On change complètement de prisme et de façon de faire parce que c'est magique. Et quand vos enfants grandissent, ce qui est mon cas, un jour vous voyagez avec des adultes. Et je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes voyages, hein. Vous pouvez pas ils juste sont vous moins fun balader et vous finalement. émouvoir. Non, non, ils sont adultes. Non, justement, c'est-à-dire qu'il faut accepter chaque étape de tout. Chaque étape a son intérêt. C'est pas Mais comparable. quand, mais quand on mélange deux étapes, quand on voyage avec des enfants comme si c'était des adultes, et quand après on a des adultes à côté de soi et on trouve qu'ils sont pas assez fun, bah on n'a rien compris. En fait, on est toujours à une guerre de retard, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un jeu de retard. Donc, non, la question, c'est, voilà, c'est le débat, c'est encore une fois d'être ancré et présent et de réaliser ce qu'on a autour de nous et de profiter de ça. Et Donc voilà. est-ce que vous diriez que l'expérience est le souvenir commun, donc là avec vos enfants, votre famille, mais plus largement avec n'importe qui, c'est le ciment d'une relation en fait. C'est ce qui soude les sentiments, la relation entre deux personnes, entre un groupe de personnes. Ce qui est certain, c'est que nous faisions des road trips improvisés, hein. C'est-à-dire qu'on prenait une voiture et on roulait, c'était aux États-Unis, ça on peut pas le faire en Inde ou en Amérique du Sud. On improvisait, on allait d'hôtel, de motel en motel en improvisant. Donc on avait été jusqu'au bout du concept de pas de guide et pas de blog et on roulait. Et quand c'était sympa, donc là c'était vraiment extrême. Donc on restait à un endroit. Donc on n'était pas en caravane, hein. C'était vraiment, on roule dans une bonne voiture moderne pour la sécurité et on passe de ville en ville. Et quand il fait beau, on reste. Quand la ville est jolie, on reste. On trouve un motel. Quand c'est pas joli, on part et voilà. Et, euh, et ce thème indépendamment du fait de voyager, mais le fait d'improviser ensemble, de découvrir des choses qui n'étaient pas prévues, parce que quand vous roulez, que vous traversez les États-Unis d'est en ouest ou de nord-sud, et que vous n'avez pas sorti vos guides, mais vous regardez les villes, vous roulez, en fait, tous les jours, il y a une surprise ensemble. Et en fait, avoir de belles surprises ensemble, ou de mauvaises surprises, hein, d'ailleurs, parce que parfois c'est vraiment pas beau, et on bouge, quoi, on part. Euh, mais avoir des surprises comme ça ensemble, euh, c'est clair que ça crée un petit peu comme tout à l'heure on parlait du fait qu'un parfum lié à un moment doit être rarissime et doit être lié qu'à ce moment. Toute cette somme de surprises que seuls nous quatre avons vécu, clairement, c'est quelque chose d'incroyablement commun entre nous quatre et qui nous, en fait, qui nous lie. Mais c'est surtout c'est beaucoup de joie et de surprise et d'émotions qu'on a partagées ensemble. Et ça peut être en allant voir un concert, ça peut être vraiment, encore une fois, hein, je tiens vraiment à le dire, ça peut être en se baladant le matin. J'ai autant de souvenirs en allant avec ma fille, en descendant à Paris un matin très tôt pour prendre des photos, et il s'avère qu'il y a un super soleil et des couleurs incroyables, et c'était pas prévu. Ou avec mon fils, où on va à Venice Beach, commencer à faire un match de basket, on rencontre des gens géniaux et on s'éclate. Donc c'est pas parfois ça peut être très loin et assez incroyable parce que bon, avant de jouer à Venice Beach avec son fils et de gagner des matchs en s'amusant avec des inconnus ou juste de descendre en bas de chez soi avec sa fille et de commencer à faire des photos de sa rue, mais la lumière est incroyable. Dans tous les cas, c'est le moment en fait qu'on est en train de vivre ensemble et il n'y a pas de valeur dans loin, cher et incroyable, hein. Je veux pas du tout souligner, pour moi, je veux pas valoriser ça. C'est le fait d'être ancré, de regarder autour de soi et de profiter de ce qui est
euh, en présence. Donc les gens, chaque personne qui nous entoure, en l'écoutant, on voit avec ce qu'on peut partager avec cette personne, essayer d'en profiter euh, sur le moment. Donc c'est ces moments un peu surprenants ensemble qui sont ces souvenirs très personnels entre différentes personnes qui vont créer ouais, un ciment. Mais le ciment, il a pas besoin. Enfin, dans une famille, l'amour, c'est le premier ciment et il est naturel. C'est celui-là le vrai ciment. C'est que, indépendamment des voyages ou quoi, c'est méga cimenté. Oui. Voilà, je vous le dis. Euh, Est-ce que vous diriez que le souvenir et son évocation sensorielle, par exemple un parfum, on en parlait, sont importants dans la définition du présent, conditionnent même le présent tel qu'on le vit? Alors, redites-moi, je suis désolé, en fait, j'ai dû fermer une fenêtre et voilà, redites-moi, j'ai Je pas vous en entendu prie. ce que je suis désolé. Non, non, aucun problème. Ce que je vous demandais, c'est si pour vous, le souvenir et son évocation, notamment par les sens, définissaient notre présent, notre façon d'appréhender le présent. En fait, le présent n'est perçu qu'avec nos sens et nos souvenirs. Donc, je vais percevoir la rue devant moi, là. Je suis dans mon studio, donc rue Nollet, et je vais percevoir cette rue avec mes yeux, avec mon nez, avec mes oreilles, le bruit qu'il y a dans la rue, l'odeur de la rue, la lumière qu'il y a dans cette rue. Mais je vais les percevoir avec mes lunettes qui sont en fait, le filtre, c'est mes souvenirs. Ça, c'est le filtre. C'est-à-dire, cette belle lumière, aujourd'hui, il y a une belle lumière, elle va me rappeler Rome, par exemple. Et donc, parce que cette lumière est l'ombre de... Là, je vois l'ombre, je regarde juste devant moi, il y a le réverbère et il y a une jolie ombre, et ça me fait penser à, à Rome. Et donc, tout d'un coup, ce moment-là va être délicieux parce que, inconsciemment, cette lumière va me rappeler quelque chose de beau. Il y a des jours de pluie très, très sombres, très, ouais, très sombres, avec le ciel très bas et il pleuviote, il fait pas beau. Donc, objectivement, on va dire c'est pas chouette. Voilà, c'est pas chouette. Mais il s'avère que j'ai vécu 2 ans dans le nord de l'Angleterre, je vous avais dit, vers le Lake District. Il y a une bougie qui s'appelle justement Rainy Days in Lake District, où là j'ai écrit beaucoup. Donc pendant ces 2 années, où il y avait ces grands espaces verts, mais le ciel bas et gris et la petite pluie, c'était des moments joyeux quand j'avais 25 ans, avec mes amis et à faire de la musique. Et donc parfois, un ciel très bas avec cette pluie, je vais la trouver jolie, donc je vais juger le présent, pas parce qu'il est objectivement joli ou pas joli, c'est parce qu'il va enfin le souvenir. Donc mes yeux vont voir un ciel bas, je vais sentir la terre mouillée, je vais entendre la pluie tapoter et crapoter sur le toit parce que je suis au dernier étage. Mais en fait, je vais trouver ça très beau parce que ça me rappelait un moment joyeux. Donc en fait, clairement, les souvenirs sont les lunettes du présent. C'est avec les souvenirs qu'on juge chaque moment parce qu'en fait, on les teinte de ces souvenirs-là. Et on considère que moi, quand j'entends klaxonner dans la rue euh, et qu'il y a un peu le bazar et qu'il y a du bruit à Paris, par exemple, si je vais à la place de Clichy, qu'il y a des klaxons et qu'il y a Au un peu de hasard, soleil, au voilà, par hasard exemple, Paris. moi je suis, voilà. Maintenant, je vous donne les trucs ici en bas pour que ça soit simple. Je suis super heureux parce que ça me rappelle Beyrouth. Parce qu'il y a des klaxons là-bas. Il y a très peu de klaxons ici. Là-bas, ça klaxonne tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a du soleil et des klaxons, ça me rappelle Beyrouth de mon enfance. Donc en fait, je vais avoir un mini sourire sans m'en rendre compte. Et donc le présent va être joyeux simplement parce que ça m'a replongé dans un souvenir joyeux. Le son, l'odeur et la vue. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander? Alors moi j'ai plusieurs livres que je lis depuis que j'ai 18 ans. Le premier que je trouve très joli, c'est bon, c'est des livres très connus, hein, c'est Hermann Hesse, Siddhartha, qui est très très joli parce que c'est un livre qui a été écrit en 1903, je crois, enfin il y a très longtemps, et qui est très actuel et c'est 100 pages, donc c'est quelque chose que je lis très souvent. Enfin, je lis tous les 2, 3 ans, ça.
Et bon, maintenant j'ai 50 ans, donc depuis que j'ai 18 ans, je l'ai lu souvent. Et c'est génial de lire un livre plusieurs fois dans sa vie, parce qu'on le comprend autrement à chaque étape. Et ce livre raconte l'histoire de cet homme et ce jeune homme qui va grandir, et qui va vivre plusieurs vies les unes après les autres. Et la vie, c'est une somme de vies, hein. C'est pas une vie. Donc, et je trouve ça très joliment raconté. Donc oui, s'il y en avait un, je dirais un facile à lire et rapide, ce serait Siddhartha d'Hermann Hesse Très bien. ou SE. Et une citation, éventuellement. Là, c'est sans filet, c'est comme ça. Une citation Ouais, à partager. citation. Euh, non, j'en avais une, mais j'ai pas envie de la dire parce qu'elle est pas, elle est nostalgique et ça m'intéresse pas de finir là-dessus. D'accord. Et mon cerveau arrive pas à générer autre chose. Non, non, bah, il n'y a Donc, aucun problème. voilà. Vous me la transmettrez plus tard. Alors, je vais vous en donner une parce que je l'ai devant les yeux. C'est une des citations qui est importante chez Lola James Harper. Euh, il y en a une celle que je vois comme ça, j'ai pas à choisir, elle est devant moi. Donc, c'est pas, on va décider que c'est ça qui a choisi à ma place. C'est little by little with joy, c'est-à-dire de faire les choses petit à petit avec satisfaction et joie. C'est vraiment l'idée, ça, pour moi, c'est hyper important de savoir prendre les choses dans l'ordre, petit à petit, et il faut que chaque étape amène une mini satisfaction, un peu de joie, pour qu'il y ait assez d'énergie pour continuer. Donc, little by little with joy, je trouve ça toujours joli. Justement, dans une société, on a envie d'aller vite. Moi, le premier, dès que je vais faire mes projets, j'ai envie que les choses aillent plus vite et j'essaie de revenir vers cette situation en me disant qu'il vaut mieux faire les choses petit à petit, avec satisfaction et plaisir, parce que un jour, elles arriveront quelque part et ça sera intéressant. Mais il faut pas toujours être dans la précipitation et dans l'ambition excessive. Pas toujours, parfois, mais pas toujours. Magnifique. Écoutez, ce mot de la fin est top. Je vais vous laisser peut-être nous parler Merci. de vos actualités, si vous voulez partager quelque chose avant de conclure. Non, mais en tout cas, merci pour cet échange. Et non, c'était très agréable. Et c'est les actualités, en fait, c'est celles dans chacun des domaines, je les ai déjà évoquées. Donc, le prochain film qui va bientôt sortir sur le basket, dont je suis très fier parce que ça permet de remettre à l'écran des gens incroyables que j'ai rencontrés avec mon fils autour du monde. Donc, qui s'appelle Hoop Time, qui va sortir bientôt. Et en tout cas, dans les festivals. Notre studio, c'est un lieu de création où j'espère vous accueillir pour faire un peu de musique. Donc ça, Avec c'est grand une plaisir. actualité. J'espère ne pas vous C'est la décevoir, hein. prochaine, la prochaine actualité, vous et Emmanuel en train de faire de la musique dans le studio de musique. Et d'ailleurs, nous sommes ouverts les samedis après-midi enfin en juin, on ouvre les portes de midi à 19h le samedi après-midi pour que nos fans ou les gens intéressés puissent venir voir le studio et un peu visiter, puis acheter s'ils veulent des bougies ou des photos qu'il y a nulle part ailleurs. Euh, donc ça, c'est vraiment exclusivement midi 19h samedi, les 5 prochains samedis, donc c'est assez limité dans le temps. Je sais même pas si le podcast sortira avant, donc ça se trouve, il faudra effacer cette partie-là. Euh, et non, bah écoutez, sinon on lance énormément de nouvelles collaborations en bougies et en parfums, puisque comme nous, notre credo, c'est euh, les parfums des lieux que l'on aime autour du monde. Donc on a notre collection de 20 bougies qui, elle, est fixe. Et à chaque fois qu'on va rencontrer un hôtel ou un music studio ou des lieux qui nous inspirent, en fait, on va faire une bougie collaboration. Donc là, on vient d'en faire une avec, par exemple, avec le garage des Blitz Motorcycle qui font des motos custom, qui sont des amis. C'est un super garage qui est à Paris, qui font des très très belles motos. Euh, Notre ami José Darosa qui est à Saint-Germain, qui est une très belle épicerie fine. Donc à chaque fois que des lieux nous inspirent, on va créer des bougies de façon en série très limitée. Et, donc là, il y a toute une collection qui va sortir de collections qui sont au studio, entre autres, en série limitée. Et puis, vous allez avoir toutes les semaines une nouvelle chanson
avec les artistes qu'on a rencontrés autour du monde. Donc là, on a accueilli la semaine dernière notre amie sud-africaine qu'on a invitée à Paris pour enregistrer 4 nouvelles chansons. Elle s'appelle Yulona Ouman, qui est dans le premier film. Et là, il y a 2 jours, on a sorti le morceau qui s'appelle By Love, donc sur toutes les plateformes musicales, en tapant Lola James Harper, qui est le nom du groupe, vous avez nos chansons et toutes les semaines, il va y avoir une nouvelle chanson de Yulona et de différentes artistes. Oui, je l'ai Il y a plein de écouté, elle est choses très comme ça. jolie. Ah bon? Ah, Ouais, mais ouais. merci beaucoup. Ok, Où est-ce super. qu'on peut trouver votre studio? Vous avez pas précisé pour nos auditeurs? C'est au Batignolles À et Paris c'est donc. 19 rue Nollet. Ouais, c'est à Paris. Là, je vous parle d'ici, du studio. C'est 19 rue Nollet, à Paris, dans Génial, le bah bateau. écoutez, Voilà. merci beaucoup Merci Rami. beaucoup, hein. Non, merci à vous et bonne journée. Profitez de cette belle journée. À Paris, il fait beau. Je ne sais pas où vous êtes, mais ici, c'est chouette. Il y a une jolie lumière. Merci Bon, beaucoup Rami. merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Et quant à vous, les découvreurs, restez curieux et libres.